Alors bonjour à ceux qui n'étaient pas là en direct tout à l'heure. Donc voici le cours donc, du jeudi 2 avril qui concerne la correction donc, des exercices qu'elle va faire pour aujourd'hui. Donc le premier exercice c'était sur un retrait de la vente de saucisses sèches et de saucissons secs suite à la mise en évidence de la présence de salmonelle. Donc vous aviez les caractéristiques des produits, donc avec le nom du produit, la marque, la DLUO et le code de fabrication pour ces deux produits. On vous disait, l'ensemble des lots est retiré de la commercialisation. Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au lot décrit ci-dessus, de ne pas les consommer et de les détruire, ou de se les faire rembourser en les ramenant chez le fournisseur. Les infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux, des diarrhées, vomissements et douleurs abdominales, donc souvent accompagnés de fièvre. Ces symptômes peuvent être plus graves chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Le délai d'incubation peut aller de 6 à 72 heures. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Donc première chose, je vous demandais le type de risque encouru. Donc le type de risque, si vous vous rappelez, on avait vu des risques ou même des dangers qui étaient biologiques, chimiques et physiques. Donc là, on parle de salmonelles. Les salmonelles, ce sont des bactéries, donc on a un risque biologique. Voilà, les consommateurs encourent un risque biologique. Ensuite, je vous demandais d'indiquer une origine possible pour ce type de contamination. Donc si vous avez bien vu la vidéo du C'est pas sorcier sur la conservation des aliments, à un moment donné, il est question justement de la salmonelle. Et on vous expliquait que les salmonelles sont présents dans les tubes digestifs des animaux. Donc on aurait pu donner comme réponse, les salmonelles sont très présentes dans les intestins des animaux, cela peut donc provenir de contenus intestinaux mis en contact avec de la viande. Donc notamment à l'abattoir par exemple. Ensuite, je vous demandais de lister les symptômes de la maladie, donc on les avait ici. Troubles gastro-intestinaux, diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, souvent accompagnés de fièvre. Donc voilà. Préciser les modes d'action des salmonelles sur l'organisme des personnes contaminées, donc là pareil. Alors vous auriez pu regarder sur internet, mais la vidéo que vous aviez regardée sur la conservation des aliments, donc le C'est pas sorcier, on vous expliquait que les bactéries prolifèrent dans l'intestin, finissent par produire des toxines. Et en fait, ce sont les toxines qui vont entraîner après les troubles gastro-intestinaux. Et enfin, rechercher la différence entre DLUO et DLC. Donc la DLUO, c'est la date limite d'utilisation optimale, et la DLC, date limite de consommation. Donc la date limite d'utilisation optimale, c'est au-delà de cette date-là, l'aliment aura peut-être de moins bonne qualité gustative, mais il sera toujours bon à la consommation. Donc c'est le cas notamment des œufs par exemple, ou alors vous avez le miel, le chocolat, donc tout ça, c'est des aliments avec une DLUO. Donc les œufs, par contre, vous faites bien attention, il y a différents moyens de trouver, de voir s'il est encore bon à la consommation, notamment les immerger dans un verre d'eau, si ça flotte, il est plus bon, s'il coule, c'est qu'il est encore bon. De toute façon, dans tous les cas, si vous cassez un œuf et qu'il a dépassé la date d'utilisation, vous le sentirez tout de suite parce que ça sent très mauvais un œuf plus bon, quoi. Et on a la DLC. Donc la DLC, date limite de consommation, là cette fois-ci, il faut vraiment la respecter. Donc cette DLC-là, vous pouvez la trouver au niveau de la viande qui est conditionnée dans des barquettes en polystyrène et où il y a un cellophane dessus. Là, vous avez une date limite de consommation dessus. Si vous la dépassez, il y a de grands risques, de grandes chances qu'il y ait des bactéries qui se soient développées dessus. Donc ça peut vous rendre malade. Donc voilà pour l'exercice 2. L'exercice 3, donc une intoxication à l'arsenic. Donc dans les années 80, le dermatologue indien Krishtis Saha, on va dire qu'il s'appelle comme ça, d'une école de médecine tropicale proche de Calcutta, est frappé par les symptômes de plusieurs des malades qu'il voit en consultation. Il présente des lésions cutanées et des taches noires sur les paumes des mains et les plantes des pieds. Pour lui, ces marques sont les premiers signes d'une intoxication à l'arsenic. Or, ces malades sont pour la plupart originaires de l'état voisin du Bengale de l'Ouest, d'autres venant du Bangladesh. Suspectant l'eau d'en être responsable, il fait prélever et analyser l'eau des puits approvisionnant la population du Bangladesh. Effectivement, elle contient des traces d'arsenic.
Et donc là, vous aviez la dose journalière admissible de l'arsenic qui était de 2 mg par kilo par jour. Donc, première question, qu'est-ce que la DJA? Donc, on vient de le dire, dose journalière admissible. Indiquer la valeur de la DJA pour l'arsenic, donc on vient de le dire aussi, 2 mg par kilo et par jour. Ensuite, calculer la dose maximale que peut absorber chaque jour une personne de 60 kg. Donc là, on est sur chaque jour. Donc ce qui nous intéresse, c'est le 2 mg par kilo, donc par jour. Ça ne nous intéresse plus. Donc 2 mg par kilo, là on a une personne de 60 kg, donc 2 mg pour 1 kg. Donc pour 60 kg, il suffit de multiplier par 60. Et on a 120 mg par jour. Ensuite, indiquer quelle est la source de contamination des personnes. Donc là, on vous parlait de l'eau. Et c'est bien l'eau qui est consommée, hein. Donc c'est l'eau de boisson, c'est pas l'eau avec laquelle on se lave, hein. C'est l'eau de boisson est la source de contamination des personnes. Et enfin, quel est le type de risque encouru? Alors rappelez-vous, hein, physique, chimique, biologique. Donc cette fois-ci, c'est un risque chimique. Donc qui entraîne une intoxication, voire la mort. Ensuite, la lyophilisation. Donc là, c'est le procédé de conservation d'une substance, d'un corps, et notamment de produits alimentaires et pharmaceutiques, consistant en une congélation rapide et une déshydratation presque totale du produit concerné, qui est ensuite conservé sous vide à la température ambiante et retrouve ses qualités et propriétés premières par simple addition de l'eau. Donc, on parlait d'une soupe déshydratée ici, et là d'un velouté lyophilisé. Donc on a bien deux procédés différents, la déshydratation et la lyophilisation. Première question, préciser la nature des paramètres mis en jeu dans ce type de méthode de conservation. Donc on a dans un premier temps la congélation et dans un autre temps la déshydratation. Donc la congélation, ça va agir sur l'énergie, la température, la chaleur, et la déshydratation sur l'eau. Donc voilà, pour la congélation, la température, pour la déshydratation, l'eau. Alors ensuite, je vous demande de préciser ce que représente le paramètre AW. Alors vous auriez pu chercher sur internet, on ne l'avait pas vu dans le cours encore, mais on va le voir là. Donc AW, c'est l'activité de l'eau, c'est la quantité d'eau disponible dans le produit pour les micro-organismes. Donc ici, hein, si on fait de la déshydratation, on va enlever cette activité de l'eau, on va supprimer l'eau disponible. Donc justement, indiquer la valeur approximative d'AW, donc c'est vraiment nul, elle est nulle, ou quasiment nulle, hein, on vous dit que la déshydratation est presque totale. Donc s'il n'y a pas d'eau, là les bactéries elles n'ont pas de quoi se multiplier. Hein, parce que rappelez-vous, il faut plusieurs paramètres pour la multiplication, la température, la nourriture, l'eau et l'oxygène. Ensuite, je vous demande d'expliquer pourquoi plusieurs méthodes de conservation sont ainsi combinées. Donc là, on a la congélation et la déshydratation. Et bien en fait, le fait de combiner deux types de conservation, hein, la congélation, elle va plutôt éviter la prolifération des bactéries, mais elles sont toujours présentes. Et là, la déshydratation, le peu de bactéries qu'il y a, elles ne pourront pas se multiplier. Donc en fait, on va cumuler ces deux modes de conservation et ça va rendre plus performant le procédé de conservation. Hein, donc on dit ça accroît l'efficacité de la conservation. Je vous demande de calculer le prix au kilo de ces deux soupes. Donc là, on a 1,37 € pour 108 grammes. Donc si on divise 1,37 € par 108, on a le prix au gramme. Et comme 1 kg, c'est 1000 grammes, il suffit ensuite de multiplier le résultat par 1000 et on a le prix au kilo. Et là, pareil, de 90 divisé par 27 fois 1000. Et donc on a les résultats suivants. Donc 12,69 pour la soupe déshydratée et 107,41 pour le velouté lyophilisé. Donc là, on voit bien qu'il y a un prix qui est un peu plus important pour le velouté qui est lyophilisé. Donc ça s'explique, hein, on vous demande d'expliquer pourquoi. Et bien ça s'explique parce que le procédé est complexe et demande l'utilisation de beaucoup d'énergie. La congélation, ça demande beaucoup d'énergie. Alors la déshydratation aussi, hein, mais là on a que... la différence, hein, elle vient que de la congélation. Donc ça demande beaucoup d'énergie, donc ça explique le prix. Donc là, pour lundi 6 avril, alors je vais vous présenter le document, mais ce qu'il va falloir me faire, et je vous ai noté sur Pronote, vous allez me choisir un aliment parmi la liste donc, que je vais vous proposer après, et me dire si vous faites le travail seul ou en binôme. Donc c'est un travail qu'il faudra rendre pour le 27 avril. Donc ce document-là, je vous l'ai mis sur Pronote. Donc je vous demande dans un premier temps de décrire un diagramme de fabrication d'un produit. Donc un seul, d'un seul produit. Vous n'allez pas me décrire tout cela, juste un.
en mettant en relief les différents dangers auxquels il faut veiller lors de son élaboration. Alors les dangers, rappelez-vous, on avait vu les dangers chimiques, physiques et biologiques, donc il faudra les mettre en relief. Donc vous avez ces différents produits. Donc je vous demande pour lundi de m'en choisir un seul, celui que vous voulez. S'il y a plusieurs groupes qui prennent la même chose, tant pis, c'est pas grave, mais vous prenez celui que vous voulez. Et donc tous ces produits-là, j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé des diagrammes de fabrication de tous ces produits. Alors à moins que la page internet depuis que j'ai regardé a été supprimée, mais vous devriez trouver les diagrammes de fabrication. Donc pour le 27 avril, donc ça c'est un travail en 2 temps, pour le 27 avril je vous demande de faire un écrit qui présente les étapes du diagramme, en expliquant les termes spécifiques. Si vous avez de la surgélation par exemple, vous m'expliquez ce que c'est que la surgélation. Je vous demande de me préciser le mode de conservation choisi et de justifier pourquoi on utilise ce mode de conservation pour cet aliment. Par exemple, les saucissons cuits, on n'utilisera pas la surgélation, on utilise un autre procédé. Quel est-il et pourquoi on utilise celui-là? Et enfin, les 3 types de dangers, donc biologique, chimique et physique. Donc je vous demande de me dire à quel endroit on peut avoir ces types de dangers et me donner les incidences sur la santé. Donc ça, l'écrit sera noté sur 10. Et là, le 30 avril, alors j'espère qu'on sera revenu au lycée. Si on est revenu au lycée, vous ferez une présentation à l'oral, grâce à un diaporama. Donc ce diaporama sera aussi sur 10 points. Donc ça présentera uniquement votre écrit. Ça me permettra de voir, moi, si vous avez bien compris le chapitre. Donc c'est comme ça que je vais évaluer ce chapitre-là. Si on n'est pas revenu le 27 avril, vous me faites quand même l'écrit pour le 27. Et le 30, pour le 30, vous me faites le diaporama qui est en lien avec l'écrit. Et puis j'adapterai ma grille de notation. Et puis tant pis, quoi. Alors je vais vous montrer un exemple. Si vous vous rappelez, on avait vu le schéma de fabrication des yaourts. Donc ça part de la traite, et on a la réfrigération, des analyses, les collectes, etc. jusqu'à la mise en pot, la fermentation et la réfrigération. Donc moi, ce que je veux que vous me fassiez, vous me trouvez le diagramme de fabrication de l'aliment que vous avez choisi. Je veux que vous me le décriviez. Donc d'abord, il y a la traite, après réfrigération, après l'analyse, etc. Et alors pas pour chaque étape, mais vous allez voir que de nombreuses étapes, vous allez pouvoir m'identifier des risques. Je prends quelque chose de tout simple, à la traite, là par exemple, si on ne nettoie pas suffisamment bien les pies, il peut y avoir des excréments qui viennent de la vache sur les pies, qui contiennent de la salmonelle, et on peut se retrouver avec de la salmonelle dans le lait. Alors, donc ici, on peut avoir un danger, un risque biologique. Un peu plus loin, par exemple ici, on a un individu, peut-être que cet individu-là, il a effectivement des gants pour travailler, mais peut-être qu'avant de travailler, avant de mettre les ferments lactiques dans le liquide, dans le lait, pardon, peut-être qu'avec ces gants-là, il a nettoyé quelque chose, et peut-être que ces gants sont souillés et qu'il y a des substances chimiques. Donc il pourrait éventuellement souiller le lait, et donc là on aurait un danger chimique, donc qui aura un impact sur la santé. Ici, là, vous avez le remplissage de pot. Donc si vous voyez bien, ça c'est une bande de plastique. Donc ce plastique, il va être embouti, donc on a un moule qui fabrique les pots de yaourt, pardon. Après on a le remplissage, l'operculage. Donc là par exemple, au niveau de l'emboutissage, peut-être que la machine est mal réglée, et puis elle va peut-être user un petit peu le pot, et on va se retrouver avec des copeaux de plastique dans le yaourt. Et là on a un danger physique. Alors le danger physique, si c'est du plastique, le danger n'est pas trop important, mais si c'est du métal, on peut avoir une perforation de l'intestin par exemple. Donc je vous demande de faire preuve d'imagination par rapport au type de danger. C'est à vous d'utiliser votre bon sens. Mais en tout cas, en ce qui concerne le schéma de fabrication, ça vous le trouvez sur internet assez facilement. Et je vous rappelle qu'il faut aussi que vous me précisiez le mode de conservation, et que vous m'explicitiez un petit peu tous les termes spécifiques à l'industrie agroalimentaire qui viennent du diagramme de fabrication des produits. Vous allez voir que des fois on va trouver des termes un petit peu particuliers, donc je vous demande juste de les définir, de me les expliquer.
Voilà, donc je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt et j'espère que le 27 avril on se verra en chair et en os. Voilà, voilà. Allez, bonne journée à vous et profitez du soleil un petit peu. Au revoir.